tout n'est pas en ligne. Hein. On garde des trucs en réserve en cas où on produise plus. Tu gardes des trucs en réserve, toi. Le gars, on joue le lendemain, il y a l'actual play sur la chaîne. Ah ouais, mais quand la session est exceptionnelle comme ça a été la dernière fois, c'est un réel plaisir de la monter et un réel plaisir de la voir assez rapidement sur la chaîne. Enfin, c'est pas tant pour, c'est plus pour nous hein, en réalité, parce que quand je vois là les vues, quoi que ça fonctionne bien. Mutant a plutôt bien marché. Ouais, ouais, ouais. À Mais notre petite échelle de voilà, gens c'est qui ça. font du jeu de rôle, c'est une niche. Les jeux de rôle en ligne, c'est la niche de la niche. Et qui font des petits actual play, c'est la niche de la niche de la niche. Et donc ça fonctionne bien, mais à cette échelle-là, quoi. Voilà, c'est ça, à cette échelle-là. C'est pas non plus un blockbuster hollywoodien. Ah non. Non, tu dis par contre, Gauvin, que tu montes et que tu montres ces actual play, tu dis on le fait pour nous en vérité. Ouais. C'est ok, c'est pourquoi? C'est pour le plaisir de se réécouter, de voir, de revoir le sens de l'histoire avec un autre point de vue. Il y a Oui, c'est plus les moments de délire qu'on a eu ensemble en fait, parce que en réalité là sur les sessions de mutants, on est plutôt détendu et on rigole pas mal. Et le fait de se entendre en train de s'envoyer des vannes, en train de faire des fois on fait des rage sur d'autres jeux qu'on a fait, donc ça fait des croisés comme ça. Vraiment, c'est pour le fun de pouvoir se entendre rigoler et se dire ah oui finalement on entend bien, on rigole bien et qu'est-ce que c'est bien le jeu de rôle en fait quand on se réécoute comme ça. Et puis moi j'ai ma plus grande fan c'est ma femme. Et dès que je fais une partie, alors elle aime pas trop jouer, c'est pas une fana, mais par contre dès que je fais une partie, il faut l'actual play, bon c'est quand que tu postes, c'est quand que tu postes. Alors je lui mets, elle suit les campagnes comme ça. Surtout même pour elle que je le fais. c'est vraiment trop mignon. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Ouais. Mitro, tu parlais de la table des compteurs. Vous êtes plusieurs personnes. J'ai l'impression que c'est un espèce de projet un peu collectif, la manière dont tu le présentes. Ouais, en fait, l'idée c'était que, je vais pas mentir, je suis quand même principalement derrière le truc. Mais l'idée c'était que je sois pas forcément la seule personne à publier des actual play. En fait, avec Charlie, Sin et quelques autres personnes, on était avant sur un autre serveur qui avait aussi une chaîne YouTube qui faisait des actual play. Et Charlie, donc, qui est sur la table des compteurs, a à un moment donné commencé à vouloir faire des vidéos, à s'intéresser à ça. Et moi aussi, et on a commencé à faire nos vidéos et à les publier sur cette chaîne. Mais en fait, ça a créé des problèmes. C'était pas forcément le but de cette chaîne, je pense, même si ça nous a été proposé. Au final, quand on a commencé à publier nous-mêmes des vidéos, ça a plutôt créé des histoires. Et j'ai créé à côté la table des compteurs, qui est à la base une chaîne YouTube, mais aussi un serveur Discord, pour qu'on joue entre nous. Et l'idée, c'était que si quelqu'un veut publier une vidéo, il puisse le faire. Maintenant, une bonne part des vidéos, c'est les miennes. Mais par exemple, Charlie a publié un solo il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Gauvin aussi, t'as publié une vidéo dessus. Il y a eu des vidéos de Lestat, il y a des vidéos de Sin. Donc, ouais, l'idée, c'est moi qui porte le truc, mais dans l'idée, c'est pas que des vidéos ou des mejetages de Mitro. En gros, c'est ça l'idée. Heureusement. Pas chier. Heureusement, parce que sinon, putain, la qualité, laisse tomber, quoi. Donc en fait, c'est d'abord l'histoire d'un groupe de jeux ou d'un groupe de personnes qui a envie de faire des actual play. Et ouais. Donc du coup, tu t'as juste mis le cadre pour ça, quoi, c'est ça là ? Ouais. Moi, en ce qui me concerne, j'adore faire de la vidéo. C'est un truc que j'ai découvert en fait après le jeu de rôle, qui est déjà une pratique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et le fait de faire des vidéos, ça m'apporte vraiment un plaisir. Et c'est là que je rejoins ce que dit Gauvin. On le fait d'abord pour soi. Moi aussi, j'adore me réentendre. Je sais pas ce que ça dit de moi, mais j'adore réentendre nos parties et tous nos délires. Et
Ça me sert d'ailleurs aussi à progresser. Mais le truc principal qui me motive, vraiment, c'est de faire la vidéo. Essayer qu'elle soit le plus clean possible, faire du montage, faire des génériques devant, essayer d'avoir un truc à l'échelle de quelqu'un qui travaille et fait ça pour son loisir, essayer d'avoir quelque chose le plus clean possible, tu vois. Ça, moi, ça me passionne vraiment. Et bon, après, bah, tu fais ta vidéo, tu as une chaîne YouTube, bah, tu essayes aussi que des gens la voient. Mais au départ, ouais, non, c'est vraiment le plaisir de jouer et ensuite le plaisir de faire la vidéo. À aucun moment, c'est une corvée pour moi de mettre une vidéo en ligne, en fait. Le montage, c'est comme, ça vient dans mon flux. Si tu veux, tu as la préparation de la partie, le montage, la publication de la vidéo. Pour moi, c'est un flux complet, quoi, tu vois. Tout ça, ça fait partie de la partie, quoi, c'est ça? Ouais, ça fait partie de ma pratique du JDR, ouais, en tout cas. Je te vois faire oui, Gauvin, depuis tout à l'heure. Ah ouais, moi, je le rejoins complètement. C'est un vrai plaisir de monter des parties, de s'entendre, de réécouter les potes. Alors après, c'est pas le niveau de micro dans le montage, hein, parce que tu fais des trucs assez chiadés avec des génériques. Enfin, je sais pas si ça a été voir, c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, il me doit normalement une session de formation sur ces outils. Mais On l'a fait vite fait la dernière fois, je t'ai montré Ouais. des trucs. Alors moi, faut m'expliquer longtemps. J'ai besoin d'une demi-journée complète. Mais oui, j'aimerais bien faire ce qu'il fait. Alors, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, hein, comme le nombre de vues. Le but, c'est pas d'être un millionnaire de YouTube. Mais c'est vrai que qualitativement, il fait des trucs quand même qui sont assez exceptionnels, je pense, en termes de rendu vidéo. Je pense que ça impacte, comme tu dis, on va pas devenir millionnaire, mais je pense que ça impacte. Il y a beaucoup d'actual play amateurs. Moi, j'écoute beaucoup d'actual play justement amateurs parce que j'écoute moins. Même si c'est l'actual play qui m'a fait découvrir le jeu de rôle à la base avec La Bonne Auberge. Mais après, je me suis mis à écouter beaucoup de choses parce que je me suis intéressé à d'autres jeux que Donjons et Dragons. Et donc, quand tu t'intéresses à des jeux un petit peu plus petits et que tu veux entendre un actual play là-dessus, tu vas forcément écouter des actual play plus amateurs, plus roots, etc. Et le problème, en fait, c'est souvent, c'est pas la qualité des joueurs, des MJ, quoi. Le problème, c'est la qualité technique. Le problème, c'est que quand t'as quelqu'un qui a un micro tout pourri, quand t'as quelqu'un qui a un son qui est 2 fois plus fort que l'autre, etc., ça gêne l'écoute de l'actual play. Et moi, ça peut me gâcher le plaisir d'écouter des gens qui pourtant sont doués, et ça va être gâché par la technique. Donc, je pense que, en tout cas, l'audio, c'est vraiment le truc le plus important, je pense. Essayer d'équilibrer. C'est pour ça qu'enregistrer avec Craig, par exemple, c'est important parce que tu as une piste audio pour chaque personne et tu peux, voilà, si quelqu'un a un micro plus fort que l'autre, tu peux équilibrer et faire en sorte que le viewer, l'auditeur, je sais pas comment on l'appelle, il se concentre sur ta partie en fait et pas sur la technique, parce que la technique est carrée justement. Et du coup, il va pas penser à dire ah putain là lui il est en train de me déchirer les tympans et l'autre je l'entends pas. Et tu vois, c'est gênant en fait dans un actual play. Même à notre petit niveau, il y a des outils. Il y a des outils pour faire en sorte d'avoir un truc à peu près propre. Et toi, Gauvin, tu dis que tu es beaucoup plus léger sur la partie technique, mais pourtant, j'ai écouté tes dernières parties sur Game of Thrones, ou enfin des parties plutôt récentes là, et j'ai trouvé quand même que le rendu était carrément clean, quoi. C'était. Oui, ben j'essaye, en tout cas pour le son. Maintenant, j'utilise Craig, je fais des conseils de micro. Et puis là où je suis pas au niveau, c'est par exemple visuellement, moi je cale une image, je la laisse en place. Micro, tu vois, t'as un overlay avec les têtes de personnages qui s'affichent, comme tu peux faire les stats aussi sur le Zelda par exemple. Ce genre de truc, je suis pas encore allé assez loin, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. L'important en fait pour moi, je pourrais même le poster en podcast, parce que tu sais que je pense que 80% des gens écoutent les actuels plays que les regardent. C'est ça que je trouve que c'est pas utile forcément. Il y a des actuels plays où tu vois quasiment les joueurs qui jouent. Je pense que je vais pas venir à ça, je trouve que c'est pas utile. Mais oui, c'est grâce au conseil de micro, parce que au tout début, c'était naze, hein, j'avais des grosses dissonances de son. Maintenant, je trouve que c'est important.
Je le sais parce que quand on regarde l'actualité sur la télé avec ma femme, ça la saoule de devoir baisser quand c'est Bah oui. dans des exemples. Kakou, elle a un super micro, alors on entend super bien. Quand c'est à notre joueur, c'est super bas pour remonter, ça c'est plus embêtant. Donc j'essaie de faire le mieux que je peux. Donc, Mais t'as c'est un tout peu- dit, la plupart des gens, ils écoutent en fait par rapport. Le son, c'est vraiment le truc le plus important. Moi, je pense que après, moi, l'overlay et tout ça, comme je te dis, je me fais plaisir en fait, moi, avec ces vidéos-là. Mais c'est pas utile. D'ailleurs, il y a certains actual play que j'ai fait sans overlay. Bah, je pense à Anne et Pierre, par exemple, sur la chaîne où il n'y a pas du tout besoin de tout ça. Ça, c'est du bonus. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le faire, mais le plus important, je pense, c'est vraiment le son. Il faut que tu entendes les gens clairement. Le son et puis caler la musique, qu'elle soit pas trop forte aussi par rapport Ouais. au son. Donc le fait d'avoir des pistes différentes, voilà. Moi, j'irai pas plus loin, je pense, sur la technicité de la vidéo. Je pense que j'ai atteint le niveau que je veux atteindre. Si un jour on m'embauche pour faire ça, j'essaierai de m'améliorer, mais c'est pas mon taf à la base. Déjà, ça me prend beaucoup de temps d'essayer d'écrire, parce que je suis pas du tout là-dedans à la base. J'ai toujours fait des scénarios, j'allais dire du commerce, soit des scénarios de l'Estat en fait. Hein, j'ai plus joué, c'est Ah, il lui te qui les a m'a mis. vendus. Ouais, c'est ça. Putain, c'était cher, hein. Mais, euh, mais en réalité, moi, si tu veux, je te refais vite fait mon histoire. Moi, je joue au jeu de rôle. J'ai connu le jeu de rôle il y a à peine 2 ans. Et j'ai fait une première année entière où j'ai joué qu'avec la famille, qu'avec mes enfants, en fait. Ils sont grands, hein, aujourd'hui, 25 ans, 23 ans. Ma femme. Donc, on a commencé avec des chroniques oubliées, comme ça. On a fait une campagne. Et pendant un an, on a joué ensemble. Et puis après, les enfants se sont barrés, les connards. Et du coup, je me suis retrouvé comme un con juste avec ma femme. Alors, on s'est quand même bien amusé. J'ai fait une campagne en one-to-one sur du vampire, sur table. Sur table, sur canapé en fait. C'était la session. On était sur le canapé. Et bon voilà, on continue l'histoire. On prend. En plus, ce qui est bien, parce que quand tu fais du one-to-one, t'as pas forcément. Tu vois, tu peux jouer 30 minutes, tu peux jouer 1 heure, tu peux jouer 20 minutes, tu peux jouer une scène. Ah ouais, d'accord. La prochaine fois, je ferai ça, je ferai ça. On a joué comme ça pendant un petit mois, un peu tous les jours et tout. C'était vraiment chouette, avec une histoire qui se construisait un peu au fur et à mesure. Puis au bout d'un moment, ça m'a vraiment manqué. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur les jeux en ligne. Donc ça fait à peine, ça va faire 1 an jour pour jour. Je crois que je me suis inscrit sur des Discord et que j'ai lancé mes premières parties sur Roll20, sur Foundry. D'abord avec des potes que je connaissais un peu d'ailleurs. Et puis après, au bout d'un moment, début de l'année, je crois, j'ai commencé à parler à des gens que je connais pas. Waouh. C'est Ah le ouais, point de non-retour, hein. On le là, connaît tous. c'était chaud. Et en fait, c'était quoi le truc? C'était, ouais, je voulais faire jouer Section C à 2 potes. Et j'avais marqué sur le serveur de l'Estade, justement, dans la partie, je sais pas, discussion, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez parce à la base, le jeu était fait pour 2 joueurs. Enfin, les personnages créés, c'était 2 joueurs. Et moi, c'était des joueuses. Donc, je voulais savoir si c'était pertinent de mettre des joueuses, est-ce que je devais changer des trucs, tout ça. Et c'est l'Estade qui m'a répondu. Et à cette époque-là, je me suis dit, waouh, c'est le boss lui-même qui me répond, c'est incroyable. Ah ouais, ça m'avait fait un choc, c'est un peu comme si tu vas sur le fan club de Justin Bieber. Oh putain, si tu m'entends que je l'ai comparé à Justin Bieber. Et qui C'est tape tout un à truc. fait pertinent. Ouais. Oui, je sais, c'est les cheveux surtout. Et, et le gars te répond, et je me suis dit, waouh, putain. Et puis après, en réalité, on a beaucoup discuté. Il y a un lien qui s'est créé quand même parce finalement, mon objectif de JDR, dans le point de vue narratif, bah, c'est un peu la même chose que ce qu'il propose. Finalement, c'est un peu la chaîne que je suivais le plus en termes de conseils. Parce que Mitro ne fait pas de conseils, il fait juste des actual plays. Il devrait t'y mettre d'ailleurs. Non. Et du coup, sur la chaîne des conseils, j'avais commencé par Hugo, qui a quand même pignon sur rue sur le JDR, hein, Hugo le bon MJ. Et puis, fil en aiguille, je suis arrivé sur la chaîne de l'espace, et à chaque fois qu'il y avait des vidéos, je trouvais ça pertinent. Et puis, pareil, le système d'estimation qu'ils ont mis en place aujourd'hui, c'est le système que j'utilise quasiment tout le temps pour la campagne Game of Thrones, par exemple. Et puis voilà, aujourd'hui, il joue dans ma campagne, je joue souvent, enfin, il n'a pas de scénario pour moi parce que je ne les connais pas. Mais
aujourd'hui, c'est quasiment, ouais, c'est un pote de JDR, autant que Mitro est un pote de JDR. Et il y a un bon groupe. On a passé Octogone ensemble 2 jours avec Kakou et lui. C'était plutôt très très cool. Et bon, voilà en gros pour l'histoire, quoi. Ok, mais alors tu viens de me lâcher mais beaucoup trop d'informations, mais déjà la première me termine, c'est que tu me dis 2 ans que je découvre. Et vraiment, j'écoute ton actuel play, c'est pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit très rapidement, ah oui, mais Gauvin, c'est un jeune MJ, tu pourras lui parler de ce que c'est un jeune MJ, etc. Et puis j'écoute, je fais, bon, bah, j'ai du mal à entendre, on a du mal à se comprendre, tu vois, parce que c'est absolument pas le ressenti que j'en ai. Ok, donc tu dis que ça fait 1 an que tu arrives sur Internet pour trouver des copains de jeux de rôle. Ouais. Et maintenant, t'en es à faire un actual play qui est bien sous tout rapport. Enfin, des 2 ou 3 épisodes que j'en ai écouté, moi j'ai trouvé ça très sympa, très dynamique, très cool à écouter. Ok, très bien. Premièrement, je suis impressionné, voilà, il faut que je te le dise. Ah bah ça va. C'est sympa. Et Mitro aussi, t'es un jeune MJ. C'est vrai. Mais Tout petit peu je moins pense qu'on jeune. on a cette qualité, enfin moi personnellement, je sais, c'est cette capacité à se remettre en question. Moi, je suis friand des débriefs et c'est pour ça que justement ça marche bien avec les stats parce que quand lui, il écoute souvent, mais même ma campagne mutant, tout ça dans lequel il joue pas, et quand il me débriefe, moi, je n'attends pas quelqu'un qui prenne des gants ou qui et j'ai vraiment besoin d'avoir, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que j'ai, sans dire que c'était nul, mais voilà, ça, tu peux l'améliorer, ça. Et de fil en aiguille, et moi, j'arrive souvent à rebondir. Et je pense que quand tu commences quand tu as 20 ans, c'est pas comme quand tu commences quand on a, moi j'en ai presque 50 aujourd'hui. Euh, enfin, tu as une autre Seulement capacité d'assimilation, je pense. Ouais, seulement, t'as vu? J'aurais dit plus. Fuck. Mais, mais je pense que, oui, c'est un peu comme si tu apprends à lire à 30 ans, tu vois. Ça va aller beaucoup plus vite que si tu apprends à lire à 6 ans. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Puis, mais c'est gentil, ce que tu dis, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, parce que quand vous parlez tous les deux, j'ai l'impression, enfin, c'est toi qui le dis, Mitro, hein, l'actual play, c'est la continuité de la partie, ça fait partie du jeu, quoi, au même titre que la préparation. Vous ne jouez, toutes vos parties sont enregistrées et finissent quelque part en actual play ou peut-être dans un enregistrement sur un PC, mais c'est vraiment, est-ce que toute votre pratique est soumise à cette règle-là? Moi, si je suis MJ, j'enregistre et en général, je fais un actual play. Ok. Par contre, quand je suis joueur, non. Oui, bah si c'est j'enregistre. d'accord. Mais ouais. En fait, je pense même à ça. Je pense à l'actual play sur certains choix que je fais. Et le fait d'avoir beaucoup de scènes illustrées en jeu, c'est pas forcément hyper utile. Je pourrais en avoir moins. Mais j'aime bien que l'actual play à regarder autant que possible, il soit sympa. Donc, moi, je pense à ça, ouais. Je pense à l'actual play quand je fais mes parties. Moi, ça dépend. Je le fais sur les campagnes, là, les 2 campagnes que je mène en même temps, que ce soit Mutant ou Game of Thrones, je sais que j'enregistre, je sais que je vais le poster. Après, je joue d'autres parties que j'enregistre, mais je sais que je vais pas forcément les poster. Quand je les écris et quand je les joue, euh, j'y pense pas forcément. Alors, c'est vrai que sur la dernière partie de Mutant, par exemple, j'en parle même parce que des fois, il fait des blagues un peu salaces, Mitro, et ça fait pas bien. Et on le Moi dit, ouais, on dit ça sera coupé à l'actuel play. Quand on joue, on dit ça sera coupé à l'actuel play. Donc tu vois, déjà, on a cette pensée Tu de me se dire, confonds avec Sin, mais non. Ou alors, pareil, dans la campagne, il y a un moment donné, il y a un muet qui parle. Donc quand je le joue en faisant comme ça. Sauf que bah, autant elle a la cam, Charlie, quand on fait oui, non, tout ça. Mais le joueur enfin le viewer l'a pas. Donc pareil, on le rajoute, on dit, tiens, bah, ça, je mettrai des sous-titres dans l'actuel play aussi. Donc c'est vrai qu'on a cette pensée-là, mais pas tout le temps. Moi, j'enregistre pas fort. Enfin, j'enregistre tout le temps, mais je poste pas tout le temps.
ça me prend trop de temps. D'accord, donc c'est en plus vous l'amenez vous-même, ça a des incidences sur la manière dont on prépare la partie, sur la manière dont on joue la partie. OK et c'est pour vous, c'est totalement inclus dans votre pratique? Bah, voilà, je découvre ça moi les actual play, j'ai jamais, participé, j'en ai jamais, organisé et hem, donc à ce titre-là, j'ai enfin voilà, je découvre tout ça avec vous, quoi. Quand tu joues en ligne, toi? Oui, 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 je joue en ligne, mais le fait de s'enregistrer, même avec Craig, j'ai commencé ça il y a 2 mois et c'est uniquement pour me réécouter, pour réécouter mes propres parties, pour avoir un regard critique sur moi parce que, de toute façon, comme tu le dis, Gauvin, c'est un facteur de progression d'être capable de se voilà, d'avoir un regard sur ce que tu fais et de le faire de le plus objectivement possible. Et puis oui, comme tu le dis, d'autres personnes peuvent t'aider à avoir ce regard aussi, quoi. Mais ouais, voilà, moi, l'enregistrement, le fait d'enregistrer son jeu, c'est quelque chose qui est assez neuf pour moi. Moi, je pense que le fait que j'ai découvert le jeu de rôle par l'actual play doit avoir un impact sur ça. J'ai découvert le truc avec la Bonne Auberge. Bon, c'est du Donjons et Dragons. C'est pas forcément l'actual play le plus rythmé que je connaisse, mais voilà, il y a une attention à ce qu'une session elle va durer un certain temps. On essaie d'avoir un début et une fin à une session. Tu vois, je pense que le fait que j'ai découvert le jeu de rôle par l'actual play doit m'influencer forcément et a dû me donner envie de faire des vidéos, mais ça aussi parce que je suis un technophile. Mais voilà, le fait que la manière de voir la séance de jeu de rôle, clairement, moi, c'est influencé par l'actual play. Et tu dis autre chose qui est très intéressant sur l'actual play, c'est quand je veux découvrir un jeu, j'en cherche un actual play. Et ça vient très rapidement, alors qu'on pourrait se dire, je sais pas, je découvre ce jeu, je vais regarder toute la gamme, lire tous les livres, discuter avec des gens qui connaissent, trouver un serveur Discord. Toi, le point de contact, c'est je veux un actual play de ce jeu, quoi. Il y a les bouquins quand même, hein. Il y a beaucoup les bouquins, tu peux voir derrière, j'hésite pas à me procurer les bouquins des jeux de rôle qui m'intéressent, mais lire un système de règles et le voir ou l'entendre jouer, il y a un monde entre les deux. Moi, c'est là que je comprends comment se joue le jeu, ou que je comprends éventuellement que je ne vais pas y jouer, ou que je comprends ok, je vais pas jouer de cette manière-là, ça peut m'arriver aussi. Ou je vais peut-être virer telle partie du système ou quoi, ça j'ai besoin de l'entendre jouer. Parce que ça me permet de faire des ajustements avant même d'avoir commencé la partie. Puis même après, quand je commence une partie, de session en session, je vais virer certaines choses qui m'intéressent pas, en garder d'autres. Mais je prends un peu d'avance grâce aux actual play. Ok, et comment tu trouves un actual play pertinent sur ton jeu? Tu découvres un nouveau jeu, tu te dis, ah bah voilà, je vais en chercher un actual play, et t'en trouves 2, 3, 4, je sais pas. Comment est-ce que vers lequel tu vas, c'est quoi? Alors je les commence tous, et ceux que je termine sont ceux qui sont pertinents. En gros, c'est Bonne ça. réponse. Parce qu'il y a le côté technique de l'actualité, le côté que ça passe bien, tu passes un bon moment techniquement, mais aussi le MJ qui fait que, enfin, la dynamique du groupe, hein, surtout pas que le MJ, hein, on est d'accord que tout ne repose pas sur les épaules que du MJ. Moi, je sais que si je regardais des actual play, c'était surtout pour essayer de trouver des scénarios que j'ai envie de faire jouer. Ah ouais. Au tout début, quand j'ai la première chose que j'ai fait une fois que j'ai fini de avec ma fille, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à regarder des actualités de critiques avec Pépé. Je t'ai pas entendu. Ouais, Pépé. De la chaîne compétitive. Oui, je vois, oui. Bon, eux, ils ont pas mal d'actualités, entre autres des channels tiers, tout ça. Et souvent, c'est en écoutant l'actualité que je me dis, ah bah tiens, ce scénario-là, c'est un scénario que j'aimerais faire jouer. Et donc, c'est là que je vais chercher plutôt le scénario. C'est même pas tant le jeu en soi, c'est plus l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, comme j'utilise Décimation parce que tout le temps,
le système de jeu m'importe pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du scénario en lui-même. Quand je joue Les Étoiles Brûlantes, qui est un studio officiel, bah, je n'utilise pas du tout le système Cthulhu. On utilise le système d'estimation qu'on a fait. Quand je vais faire, pareil pour Channel Fear, je n'utilise pas du tout le système j'utilise d'estimation. Donc finalement, c'est plus le scénario en lui-même qui m'intéresse plutôt que le jeu. Enfin, l'univers plutôt que le système. Alors, du coup, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on utilise le système mutant? Ouais, pour Mutant qu'il est Tier 0. pertinent. Moi, je l'aime bien, hein, donc y a pas de souci. Hein. Parce que le système mutant, il est pertinent par rapport aux mutations et par rapport au fait que quand tu échoues et que tu pousses, c'est ce qui te fait gagner des points de mutation. L'adaptation aurait été très compliquée en destination. Parce que destination, tu le joues vraiment quand il n'y a pas de que les personnages, ils ont un concept, mais ils n'ont pas forcément de trait qui fait que bah tiens, toi t'as plus 1, toi t'as machin. Voilà, toi t'es un guerrier, t'es balèze, bon bah là-dessus t'as un avantage et là-dessus t'as un désavantage. Mais mutant, comme t'as des mutations et que le fait que quand tu utilises tes mutations, tu perds de la vie pour devenir plus fort. Bah, plus tu deviens mutant, plus tu meurs en fait. Le système est misé pour. Après, je l'utilise pas à 100%. Hein, tu vois, on essaie d'aller. Oui, on fait pas de tour par tour mobs, ou des choses comme ça. Oui. Exactement, je fais pas les initiatives, je fais pas les points de vie des boss. En gros, je vois, vous savez, vous tapez, ça se passe bien. Voilà, c'est scripté, on est d'accord. Ouais, mais bon, je pense qu'on s'entend sur cette manière aussi de voir les choses. Je vais pas, il lui reste encore un point de vie, il avait 14 points de vie, enfin non, ça m'intéresse pas. Là-dessus, ça m'intéresse pas. Plus les actions que vous faites, elles sont exceptionnelles. Du coup, ça change la donne. Donc effectivement, c'est super arbitraire. Tu vois, par exemple, combat contre l'arbre, il est super arbitraire. Le fait que Steen, il se dit, j'ai une nouvelle mutation, je bouffe la gangrène, je vais faire ça, je vais aller bouffer l'arbre. Donc c'est super. Et il n'y a pas de raison de dire, vas-y, tu fais un jet, non, tu rates. Non, ton idée, elle est exceptionnelle. Donc, du coup, voilà, tu termines le combat comme ça et ça donne aux joueurs une sensation de dire, ça, c'est mon truc théorique de la partie. Ça serait dommage qu'un jet de dé, te fasse rater le fait que ton idée, elle est exceptionnelle. C'est comme ça que je vois la pratique. Comment? Non, je disais, c'est comme ça que je vois la pratique du JDR, moi, personnellement. Moi, je vois ça comme ça pour pas mal de jeux où l'ambiance est importante. Je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai partagé le dernier actual play d'Alien sur un serveur qui est dédié au système, au Year Zero Engine. Et j'ai partagé l'actual play et j'ai dit, je fais pas de tour par tour, je n'utilise pas la moitié des règles et tout. Forcément, j'ai choqué du monde parce que c'était un serveur dédié au système et j'étais en train de dire que je n'utilisais pas le système. Et en fait, j'ai expliqué que moi, sur les jeux où l'ambiance était forte, c'était ces jeux-là où j'avais tendance à du coup épurer un max le système. C'est-à-dire où il faut vraiment que la narration t'emmène dans une ambiance et qu'un jet de dés vienne pas créer une grosse incohérence scénaristique. Et Alien, justement, j'utilisais au début à fond le système, et notamment le système des jets de panique, etc. Et ça m'a créé énormément d'incohérences scénaristiques. Et au fur et à mesure des épisodes, j'ai tout viré pour aller à la dernière session où j'ai pu caler plein de scènes d'action, mais comme je faisais pas d'initiative, on a pu aller beaucoup plus vite et aller à un final qui était vraiment sympa. Mais à contrario, sur Dragonbane, qui est je pense la campagne principale actuellement sur la chaîne La Table des Compteurs, je joue le système pratiquement by the book. On fait l'initiative, on compte les points de vie des boss, je joue des attaques aléatoires, etc. Parce que on est dans quelque chose qui est beaucoup plus méta, où on rigole. Méta, c'est un gros mot souvent dans le JDR, pas du tout pour moi, tu vois. On rigole beaucoup entre nous et on prend pas vraiment l'univers au sérieux et on est plus finalement dans une pratique qui est limite par moment. Alors même s'il y a beaucoup de roleplay dans Dragonbane, mais par moment on est dans une pratique qui se rapproche presque du jeu de société. Tu vois, ou comme si on était tous autour d'une table et on passait un bon moment et on rigole. Et Dragonbane, c'est ça. Et du coup, je me demandais, est-ce que si tu devais faire du Medfan,
tu sais, chasse au trésor dans des donjons, des trucs comme ça, t'irais en mode décimation ou tu prendrais un système existant pour le respecter, etc. En fait, quand j'utilise décimation, c'est surtout quand moi c'est le background des joueurs qui m'intéresse. Si tu veux, quand je fais autant que quand je fais Mutant que je fais Game of Thrones, tout part des joueurs qu'ils ont créé. Et on a passé beaucoup de temps Game of Thrones, on a passé quasiment 2 mois avec les joueurs à créer leur background, à créer tous les personnages qu'il y a dans la maison des joueurs, c'est eux qui les ont apportés. Ouais. Ils ont créé. Et donc l'objectif, c'est vraiment voilà de rendre la chose la plus personnelle possible, et que toutes leurs actions, elles aient un impact sur leur, tu vois, que ça soit un peu le bleed, soit touché par ce qu'ils font et par ce que les PNJ font. Ça c'est le style Lestat en fait, tu vois, le personnel, le viscéral. Mais par contre, si je fais et j'essaie de faire pareil sur Mutant, tu vois. Vous avez créé vos PJ, la preuve, tu vois, tu peux pas emmener ta sœur parce que tu sais que t'as peur pour elle, tu vois. C'est pas le joueur, c'est pas le personnage, c'est même limite le joueur qui se dit si je l'amène, je risque de me faire souffrir, tu vois. Ça c'est important pour moi, c'est surtout ça que j'aime. Maintenant, si je fais du dungeon crawl et que les personnages ils ont pas d'attache ou quoi que ce soit, oui, je peux prendre du sword hack, je peux prendre, je pense, du que fait Hugo là, qui remplace, je me rappelle plus là. Shadow Dark. Shadow Dark, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, parce que Donjons et Dragons est beaucoup trop velu et je pense qu'il, pour moi, il ralentit beaucoup trop les combats. Ça, Et j'aime par que les contre, combats soient dynamiques, mais le fait de jeter un dé pour toucher, un dé pour des dégâts, non, ça m'intéresse pas du tout. Mais non, je ferai pas du décimation tout le temps. Hein. La preuve, je le fais pas pour Mutant. Pour du Dungeon Crawl, alors je crois que j'en ai jamais fait. J'en ai joué une fois et je suis pas un grand fan. Porte, donjon, trésor, tu vois. Parce que vraiment, ce qui m'intéresse, c'est les moments où les joueurs des moments émotifs, tu vois. Les moments où les joueurs sont là avec un choix crucial, avec enfin, c'est ça qui m'intéresse. Ces moments arrivent aussi hein, dans le dungeon crawl, mais sont un petit peu de nature différente. Voilà, il me reste 10 minutes de torche. Est-ce que je cours à la poursuite de mon copain qui vient de se faire attraper par la créature, ou est-ce que je prends le choix de faire demi-tour tout seul et de repasser derrière les 12 pièges en espérant qu'il n'y a pas de zombie qui est là entre-temps. Enfin voilà, il y a aussi des moments ultra intenses et ultra très de connexion aussi, tu vois, où le joueur lui-même est en flip et se sent vraiment très investi. Mais c'est des choses qui sont amenées différemment, c'est des histoires différentes en vérité. Mais je pense que les deux peuvent exister, quoi. Je pense que je reprends l'exemple sur ma campagne Dragonbane parce que c'est la chose à laquelle je pense, mais beaucoup de liens entre les personnages se sont créés en partie parce que vraiment moi quand on est parti là-dedans, je leur ai demandé d'être minimaliste sur leur background, de pas m'en faire des pages, et par contre il y a des PNJ qui sont arrivés en cours de route, qui ont rencontré les joueurs, qui sont maintenant avec la troupe, qui suivent, etc. Je pense à un PNJ en particulier, s'il me prenait l'envie de le faire mourir actuellement dans la campagne, ce serait un drame. Et il y aurait cette connexion émotionnelle qui arriverait, tu vois. Alors que c'est pas quelque chose qu'on a travaillé. C'est un PNJ random qui est dans le scénario en plus, tu vois, qui est prévu dans un donjon et que j'ai récupéré parce que je l'ai joué de manière marrante, les joueurs l'ont apprécié et du coup maintenant il est avec eux. Mais tu vois, rien n'a été préparé en fait. Tout ça, ça s'est fait dans le feu de l'action. Là où, par exemple, Anne-Pierre, c'est l'inverse. C'est le scénario qui doit t'amener à l'émotion du truc, tu vois. Donc, je pense que ouais, y a plusieurs approches qui sont valables. Et je sais que moi, quand je finis, par exemple, une session d'Alien, j'ai besoin d'aller faire un peu du dungeon crawl, tu vois, tranquille, et d'avoir quelque chose de moins... tu vois, où j'ai moins besoin de m'investir finalement. Et où pour autant, on va faire beaucoup de roleplay et on va être aussi investi, mais différemment. Ouais, les deux peuvent être valables. Hein. Le fait d'avoir
un background avec des PNJ qui sont proches et de rajouter des PNJ au fur et à mesure, ça fonctionne aussi. Enfin, moi, je sais que sur une campagne, j'ai vraiment besoin que les joueurs ils aient un historique pour savoir où ils vont. Je pense que si le personnage il arrive brut comme ça, il peut pas avoir une motivation pour faire quelque chose s'il n'a pas conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a fait avant. C'est pour ça que j'imagine. Mais c'est pour ça que je pense que ça reste, c'est plus facile à faire ça dans les univers Medfan, où en Ouais. gros t'as des gens qui sont déjà genre moi je suis un homme dragon, moi je suis un machin. C'est déjà il y a une déconnexion, tu vois, avec quelque chose de c'est tellement déjà irréaliste que de toute façon après tu acceptes tous les tenants et aboutissants. Ah, on est dans l'auberge et on va se lancer pour sauver le monde sans aucune raison. Tu vois, ou alors en général c'est des gens qui cherchent à s'enrichir et le jeu te dit même vous êtes des aventuriers. Donc en gros voilà votre raison, voilà votre moteur pour pour toute l'histoire. C'est que de toute façon c'est ce que vous faites. Mais effectivement quand tu commences à sortir du Medfan et que tu veux faire quelque chose de plus sérieux, bah, tu commences à te poser toutes ces questions et clairement tu as besoin que tes personnages soient plus travaillés, plus fouillés, qu'ils aient des bonnes raisons de partir, de rentrer dans le scénario. Du contemporain, ouais. C'est clair, hein. Du Alors contemporain. on n'était pas du tout obligé sur le temps de le faire. J'avais envie de le faire parce que j'avais envie de créer l'arche à votre image par rapport à ce que vous êtes. Et Ah, mais ça t'as bien fonctionne. fait de nous pousser là-dessus parce que c'est vraiment Oui, bien pour le coup. voilà, l'arrivée comme ça, boum, c'est pas la même chose. Vous l'arche, votre maison. C'est important de justement d'y être accroché parce que sinon vous vous barrez et puis on s'en fout et Ah c'est ouais, plus la c'est même. sûr. C'est sûr. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Gauvin, et moi ça m'a intrigué. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Tu me dis les combats, les situations, elles sont un peu scriptées, et puis tu vois, un petit peu comme si c'était un aveu de maître du jeu, et Mitro fait oui, bah on sait, enfin voilà, c'était un petit peu la manière dont tu réponds. C'est scripté vraiment Non, scripté, ça veut dire. En fait, quand on dit ça, c'est souvent un terme pour se moquer. Je sais que les stats, ils me l'envoient ça comme ça pour certaines scènes de. Scripté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais décider arbitrairement selon les situations, selon les jets de dés, évidemment. Par contre, quand je dis arbitrairement, ça veut dire que si par exemple, sur le combat contre l'arbre, Charlie aurait pu mourir. Elle a quand même fait un jet pour chercher la mort, elle aurait pu mourir. Oui, si elle avait fait Ce que je veux 65 dire, plus 66, ouais. c'est que l'enchaînement du combat, comment il va se dérouler, ça reste, c'est pas sur un jet de dés, enfin, tu vois, comment dire, c'est pas parce que si le personnage échoue, je vais décider qu'il va se prendre un coup et tout ça, mais je vais pas avoir une attaque prédéfinie. On dira bah voilà, t'as échoué, lance-moi l'attaque du boss, comme sur Alien. Ah bah il t'a fait ça. Non, je vais voir par rapport à la situation ce qui peut être pertinent par rapport aux autres joueurs. Donc, quand je dis c'est scripté, ça veut dire que moi la scène elle se déroule dans ma tête. Le personnage échoue, bah il échoue, il va subir les conséquences de son échec. Donc je vais lui en mettre dans la gueule. Et s'il réussit, bah il va faire une action d'éclat mais ça sera pas forcément dans une liste aléatoire de bah voilà tiens il t'a fait dans une liste bah, il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça. J'essaie de faire en bas de manière dynamique donc scripté. Ça veut pas dire que c'est écrit à l'avance. Pour moi, ça veut dire que c'est arbitraire. Ce qui va se passer, ça va être arbitraire. Ça va dépendre de ce que font les joueurs. Mais la réussite ou l'échec, en fait, je vais décider si tu veux, si mon personnage rentre dans une taverne et que mon personnage c'est le héros et qu'il se bat contre deux péons, je veux pas qu'il meure. Bon voilà, ça serait complètement idiot. Et même s'il rate son jet de dés, bah au pire qu'est-ce qui va se passer? Il va être blessé, il va peut-être perdre son arme, il va avoir des complications derrière. Mais ça serait complètement débile que dans une auberge, sur un trajet d'un point A à un point B, il va se tuer par le petit paysan qui est là. Enfin, c'est ça quand je dis scripté, c'est-à-dire que je sais qu'il va pas mourir là à ce moment-là. Mais par contre, dans un combat comme on a fait là, les joueurs auraient pu mourir. C'est pas écrit à l'avance.
ça rend les combats plus cohérents. En fait, comme tu dis, scripté, non, tu continues à tenir compte des jets de dés, mais quand tu joues by the book, c'est là que tu crées des fois des incohérences, en fait, scénaristiques. Sur l'épisode 5 d'Alien, tu lances un D6 pour savoir quelle attaque va faire le xénomorphe. Et je tombe sur 2 xénomorphes, et puis j'ai pas lu le détail. Et il y en a un, il décide de s'ouvrir le ventre, il se suicide devant les joueurs, en espérant les asperger d'acide. Ça marche pas, ils prennent aucun dégât, et le xénomorphe est mort devant eux. C'est ridicule. Si tu veux, c'est ridicule. Moi, j'ai besoin. Enfin, à un moment donné, tu dois te sentir en danger dans le truc. Donc, c'est une attaque qui peut avoir un sens dans un certain contexte, s'ils sont en train de défendre la reine, par exemple. Tu vois, quelque chose comme ça. Je crois que Gauvin est avec quelqu'un. C'est une attaque qui peut avoir du sens dans un certain contexte, mais voilà, ça n'a aucun sens de le faire comme ça, et ça génère des incohérences. Sur les jets de panique, les Marines qui lâchent leurs armes toutes les 5 minutes alors que c'est censé être des soldats aguerris, ça génère des incohérences aussi, donc j'arrête de le faire. Et donc à la fin, j'ai un combat contre la reine qui les poursuit, je veux que les joueurs se sentent en danger, j'en one-shot un à un moment, vraiment, mais j'ai pas joué une attaque aléatoire, j'ai choisi l'attaque la plus mortelle parce que le joueur avait perdu du temps à faire autre chose et se retrouve en face de la reine. Et j'ai dit ok, là tu vas prendre cette attaque là, et je l'ai pas choisi au hasard. Par contre, il est mort, voilà, son armure a pas marché, etc. Et il a pris le coup de plein fouet, il est mort directement. Donc on pourrait dire que c'est arbitraire parce que j'ai dit la créature sort devant toi et c'est toi qui l'attaque. Mais il y a quand même eu un jet de dés et ça s'est fait par rapport au déroulé du combat et aux réactions des joueurs. Tu vois, c'était logique. Tu vois, si la reine arrive et que c'est le couronnement de ma campagne en 6 sessions, j'ai pas envie qu'un joueur me fasse un jet de dés extraordinaire et il la dégomme du premier coup. C'est parce que ça me casse tout le truc, quoi. Et puis à contrario, après, vas-y. Oui, vas-y. J'allais résumer en disant, c'est parce que ça fait 2 fois que tu l'amènes. Quand tu parlais d'arriver sur le serveur Discord d'Alien, j'ai l'impression qu'il y a des moments où tu considères que tu joues mieux à Alien en n'appliquant pas les règles en vérité. Je sais pas si je joue mieux au jeu tel qu'il est décrit dans les règles. Ça, je pense que je connais pas forcément hyper bien tous les détails des règles, etc. Mais je pense que l'ambiance d'un film Alien est mieux retranscrite quand on le fait de cette manière, plutôt que les autres sessions où je suis passé en tour par tour et où j'ai suivi scrupuleusement les règles. Donc je sais pas si je joue mieux à Alien, je pense que ça dépend de ta pratique du jeu de rôle, mais en tout cas par rapport aux joueurs que j'ai, et moi la pratique que j'aime, c'est clairement mieux comme ça. Et après, il y a des joueurs qui aiment le simulationnisme, hein, qui aiment être à une table, à calculer les distances, à calculer les dégâts, à optimiser leur personnage sur les talents, sur les scores. Moi, c'est pas, enfin, moi et Mitro, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on aime. Nous, on aime faire un peu du cinéma. Tu vois, d'avoir du narratif, d'avoir de l'émotion et d'avoir, voilà, faut que ça pète, faut que que le joueur se sente dans l'urgence, quoi. Et pas effectivement sur un plateau de jeu. C'est la différence. Et si un joueur fait un coup d'éclat contre le boss, que le boss il lui reste un point de vie, et que l'autre derrière il arrive, il lui met un petit coup de dague tout pourri pour le finir, c'est dommage. Autant celui qui fait le coup d'éclat, il le tue, et puis c'est waouh. Voilà, c'est là où je dis que arbitrairement on va changer pas la règle, mais on va changer le déroulement. Moi j'aime bien les histoires où il y a, tu vois, le coup d'éclat ne suffit pas et il faut le petit coup de dague de la personne qui n'était pas censée tuer le roi de la nuit, ou je sais pas, tu vois. Non mais pourquoi pas. Après c'est justifié, oui, effectivement. Ça peut être complètement justifié. En fait, on le fait un peu au feeling. Hein. Moi, je pense que je le fais complètement au feeling. C'est ça, il y a un arbitrage, mais j'arrive pas dans la session en sachant qui va survivre ou qui va mourir. C'est juste que je rebondis
de manière cohérente par rapport aux actions des joueurs et ce qui est en train de se passer, à quel point tu as réussi ton jet de dés ou pas, et ça déroule une scène. Et ça, moi je rends à César ce qui est à César, hein. C'est aussi en écoutant les actual plays de Lestat que je me suis mis, quand j'ai joué avec lui à Section C, à Comet, etc., je me suis dit ok, on peut approcher le jeu de rôle comme ça. Je vais essayer, pour certaines de mes parties, je vais essayer d'avoir cette approche sur le JDR. Je dis bien pour certaines, puisque pour d'autres, je garde encore le système tel quel. C'est pas tant le système, hein, parce que Mutant, on le joue quand même de manière narrative. Oui, mais il faut bien se rendre compte que enlever l'initiative dans les jeux de rôle, pour beaucoup de gens, c'est... Enfin, tu dis ça, ils te regardent avec les yeux exorbités, quoi. Tu vois ? Ça peut paraître vraiment inconcevable pour certaines personnes. J'imagine qu'il y a des jeux avec des règles prévues, et si tu as une classe qui a plus 5 en initiative, elle est très très forte en initiative, et si tu dis en fait je vais retirer cette mécanique, et du coup tu casses un équilibre, tu vois. Il y a un jeu qui était prévu pour être joué avec des personnes qui ont différents avantages, des personnages qui ont différents avantages. Si tu joues à l'apprenti chimiste ou à l'apprenti sorcier, effectivement tu risques de casser un peu le jeu tel qu'il était prévu, tel qu'il était équilibré. Je pense que c'est surtout ça, les réflexions qu'on peut avoir sur... on retire pas l'initiative sans raison, tu vois. Du coup, mécaniquement, ce personnage-là, il a un avantage à l'initiative. Ça veut dire que dans son concept, le personnage est quelqu'un peut-être de furtif, de rapide et de... Qu'est-ce qui empêche, sur une scène, selon où il est positionné, tiens, toi, qui est super rapide, qui a été attentif et qui est vigilant, c'est toi qui vas pouvoir attaquer en premier. Là, pas besoin de tirer un dé pour l'initiative, étant donné que le personnage, dans son concept déjà, il est défini pour être le plus rapide, le plus prompt à agir. Ça, c'est après, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, quand tu fais tes tours de combat, tu arrives pour un combat, c'est pas aléatoire le fait que ça soit à toi de jouer, c'est vraiment selon la situation. Qui est sorti en premier de l'avion, qui était à proximité du combat, ou est-ce que le boss les a surpris ou pas. Donc tu vas vraiment faire jouer les trucs dans la cohérence. Et si tu as un joueur qui lui est plus rapide et qui a justement plus 5 en initiative, rien n'empêche de dire tiens, c'est toi qui vas attaquer en premier parce que tu étais là en premier, tu as tout de suite réagi. C'est comme ça que je vois les choses. Du coup, ça t'enlève un jet de dés. Moi, c'est surtout, en fait, on ne dénature pas le personnage, on ne dénature pas son concept, on enlève de la mécanique qui, je pense, peut être facilement palliée par la narration. Ou même le joueur peut dire lui-même, moi j'étais là avant parce que plus rapide du groupe, quand j'ai entendu crier, ça a été à moi le premier sur le lieu pour sauver la demoiselle en détresse. Ok, qu'est-ce que tu fais ? En fait, en vérité, tu substitues une règle qui est une règle mécanique, etc., par une autre règle qui est une règle au service de la cohérence, au service de... Enfin, il y a d'autres choses, tu vois. C'est pas une absence de règle non plus, parce que de la manière dont vous en parlez tous les deux, c'est pas en retirant l'initiative que vous... que c'est celui qui crie le plus fort qui agit en premier, quoique ce serait une règle qui est tout à fait valable aussi, mais vous avez quand même des règles, peut-être qu'elles sont pas écrites, peut-être qu'elles sont pas des règles mécanisées, peut-être qu'il n'y a pas de point ou de jet à mettre dessus, mais il y a des règles là-dessus quand même. Oui, parce que du coup, tu vas quand même essayer de distribuer la parole auprès de tes joueurs. Tu vas demander ce que chacun y font, et donc, comme dit Gauvin, tu vas peut-être, celui qui a réagi plus rapidement, tu vas lui demander avant ce qu'il fait, et lui dire, toi, tu agis avant. Voilà, il y a une première conséquence, mais après, tu vas t'adresser aux autres joueurs, donc tu es quand même obligé d'avoir de la structure là-dedans. Tu vas devoir demander ce que font chacun de tes joueurs, et comme tu dis, c'est pas celui qui crie le plus fort, parce que sinon ceux qui sont réservés, ils font plus rien dans la partie, puis ceux qui ont l'habitude de couper la parole, de prendre la parole, ils font tout le combat. Donc il y a une règle qui est non écrite, mais c'est plus de la merde, j'ai pas le terme, mais oui, de la cohérence, du bon sens du MJ en fait. Bon sens du MJ pour essayer de faire en sorte que tous les joueurs participent.
Ce qui revient finalement presque à faire une initiative, mais si tu veux, quand t'as pas un tour, ah maintenant c'est ton tour, que déjà t'enlèves ce vocabulaire-là et que t'es plutôt dans un ok, maintenant la créature t'a mis un coup, tu tombes au sol, toi machin, tu vois ça, que fais-tu? Tu vois, tu restes en fait dans la narration. Alors que quand t'es ok, maintenant c'est ton tour, que choisis-tu de faire, lance un dé, etc. Bon. Je pense que c'est plus, oui, une histoire de vocabulaire et de la façon dont tu décris ton combat. C'est vrai que si dans le combat, tu es en train de dire le mot tour, le mot dégâts, le mot. Enfin, tu vois, ce genre de truc, ce genre de termes techniques qui est propre aux jeux de société ou aux jeux, et que enfin, quand tu regardes un film, tu te dis pas, putain, là, le mec, il a dû prendre 5 dégâts dans sa fuite, c'est James Bond, ou alors, ah mais non, là, c'est à James Bond d'agir, ou non, voilà. Tu décris la scène, tu la décris comme si c'était tu passes la parole, mais je pense que voilà, si on enlève ces termes techniques, ça nous permet de rester dans l'immersion du combat. Mais en réalité, il y en a une initiative, hein, parce que tu l'as fait arbitrairement, mais tu l'as fait de manière logique. Et moi, à aucun moment, les joueurs m'auront dit ah non, non, attends, mais pourquoi c'est pas moi en premier? Quand j'ai dit, par exemple, pour le combat contre l'arbre, j'ai dit, bah, vous entendez dehors tel personnage qui crie, Sin a été le premier à dire je cours, je sors. Donc forcément, quand je dis bah, vous êtes tous dehors, vous voyez ce qui se passe, Sin, t'étais le premier sur les lieux, qu'est-ce que tu fais? Et ça paraît évident, les joueurs s'en plaignent pas, et c'est pour l'histoire en fait qu'on le fait. Mais c'est vraiment pour. En fait, c'est pour certains styles de jeu. Moi, tu vois, j'ai vraiment quand je reviens à mon dungeon crawl et tout ça, là, j'ai envie de ramener tout l'initiative, les dégâts, telle arme, elle touche à tant de distance, etc. J'ai envie de le ramener dans certains jeux, et puis dans d'autres, j'ai envie de tout virer, quoi. Si on retire, si on commence à retirer beaucoup de règles du jeu de rôle, quelles règles il faut garder? C'est quoi les garde-fous pour retirer les règles? Le garde-fou, c'est que le joueur n'est pas obligé de réussir ce qu'il a compris. Il va avoir des bénéfices, il va avoir des avantages par rapport à le concept de son personnage, mais le garde-fou, c'est que s'il échoue, il échoue. Il va y avoir une conséquence à l'échec ou une conséquence à la réussite. Tu peux pas te dire ah il a échoué, mais c'est pas grave. Sinon tu fais pas de dés. Tu fais pas de dés. Quand tu veux pas que le joueur il échoue, pour moi tu fais pas jeter de dés, ça marche. Tu décides de faire, ça fonctionne. Et pour moi c'est super important de se dire bah, s'il a échoué, il va y avoir une conséquence. À la fin du dernier épisode de Mutant, bah, ils ont fait n'importe quoi les joueurs, ils ont échoué et ça part en couille totale. Mais ça j'y peux rien en fait. C'est quoi? Non. Si. Et du coup, la campagne, elle va prendre une toute autre tournure. Et ça, c'est super important de se dire que, ben, s'ils avaient réussi, ça serait parti dans un sens. S'ils avaient échoué, là, ça va partir dans un autre sens. C'est pas un scénario qui se déroule. On déroule comme un film, hein, vraiment. Moi, la seule règle, c'est si le joueur il échoue, ben, il échoue. En tout cas, il y aura une conséquence à son échec. Ça, c'est sûr. Après, les autres règles, les dégâts, tout ça, ça peut être des choses qui peuvent être aménagées, mais c'est ça pour moi la règle. C'est quand même, il y a forcément de l'aléatoire dans le jeu de rôle, obligatoirement. Sinon, c'est plus un jeu de rôle. Donc, on tire les dés pour savoir si le joueur réussit, et s'il réussit pas, bah, il se passe quelque chose, et s'il réussit, il se passe autre chose. C'est ça la règle la plus importante. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tant que tu lances les dés pour déterminer certains événements, et tant que tu arrives en ne sachant pas comment va se finir la session en tant que MJ, t'es dans le cadre du jeu de rôle. Je sais que le procès qu'on va souvent te faire quand tu joues comme ça, c'est ah oui, mais du coup c'est plutôt du théâtre d'improvisation, ce genre de choses. Je pense que si tu arrêtes de lancer les dés et qu'il n'y a pas de MJ, peut-être que tu te retrouves dans le cadre de théâtre d'improvisation. Mais tant que tu as un MJ qui va décrire des conséquences par rapport à tes choix et que tu lances des dés pour gérer l'inconnu, des probabilités, t'es dans le jeu de rôle.
Je suis très content de la discussion qu'on a eue, qu'on va avoir encore pour quelques minutes. J'ai une dernière question qui est la même pour tous les invités de ce format. Je demande à tout le monde quels sont les conseils de jeux de rôle qui sont importants pour vous, mais des conseils qu'on donnerait pas assez, ou pas assez audibles, ou qu'on attend, ou qui sont un petit peu, peut-être un petit tunnel, un peu cachés, et pourtant qui sont importants et qu'il faut entendre. Moi, le conseil que j'ai entendu une seule fois, et qui m'a le plus marqué en tant qu'MJ, moi j'ai commencé en tant qu'MJ en fait, parce que je voulais faire jouer mes enfants, c'est lancez-vous. Parce qu'en fait, on peut faire des milliards de plans sur la comète, de se dire voilà, je ferai comme ça, je ferai comme ça. Si j'étais MJ, enfin, je parle pour quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu de rôle en tant que maître du jeu. Hein. C'est le seul conseil que je pourrais donner, moi. C'est, y a que en faisant et surtout en acceptant la critique. C'est surtout ça aussi qu'on peut progresser. On sera jamais bon dès le départ et de toute façon, il y a plein de moments où on n'est pas bon, hein, il y a plein de fois où on se rate. Mais tant qu'on ne fait pas, on peut en parler, ça changera pas. Donc voilà, c'est lancez-vous. En tout cas, faites-le, il y a rien à. Le jeu de rôle, c'est bien. C'est ça le conseil que je donnerais, moi. C'est n'ayez pas peur d'échouer et apprenez vos erreurs et lancez-vous. Voilà. C'est un excellent conseil. Et au risque d'être un peu bateau, moi je vais dire faites-vous plaisir. C'est vraiment le truc, je crois que c'est vraiment le truc le plus important, et je pense que des fois c'est quelque chose qu'on peut perdre un peu de vue. On peut perdre un peu de vue ça quand on est MJ, on peut perdre un peu de vue ça des fois en voulant modifier nos manières de faire et en n'étant pas finalement fidèle à ce qu'on veut faire réellement. Le but c'est de se faire plaisir, c'est de jouer avec les gens qu'on aime, avec qui on aime jouer. Et c'est un jeu où il y a beaucoup de facteurs qui dépendent pas entièrement du MJ, ça dépend de plein de choses, du groupe, etc. Et quand il y a un mauvais feeling ou un truc, il faut tout de suite réagir en fait. Il faut que ça reste vraiment du plaisir. Donc il faut prendre les mesures nécessaires des fois pour que le jeu reste un pur plaisir et ça peut des fois devenir une corvée si on fait pas gaffe, je pense. Donc ouais, faites-vous plaisir et faites-vous confiance.